Bonjour et bienvenue dans cette émission du 14 août 2023 de cette Web TV sur laquelle vous pouvez trouver de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée. Et je vous rappelle que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, dans le cadre de la série Covid non censurée, au cours de laquelle nous revisitons facette après facette toutes les dimensions de la crise insensée que nous vivons depuis 3 ans, nous allons aborder la question qui tue. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en est-on venu à abandonner tout ce qu'on savait devoir faire et qu'on connaissait parfaitement pour imposer à la place des mesures inutiles, destructrices et liberticides? En rappelant bien sûr, pour commencer, que tout ce qui nous a été infligé depuis 3 ans était connu et reconnu dans la littérature scientifique et les plans pandémie, y compris de l'OMS, comme étant à éviter parce que inefficace et impraticable. Dans leur revue des réponses gouvernementales, les professeurs Ioannidis, Schippers et Joff ont identifié le fait qu'elles s'étaient massivement appuyées sur ce qu'on appelle les interventions non pharmaceutiques ou mesures de contrainte, alors même qu'il n'y a aucune recherche de qualité qui les justifie, et qu'à l'inverse, même dans le rapport de l'OMS 2019 contre les pandémies, il est reconnu, par exemple, que l'usage des masques faciaux, la fermeture des frontières, les confinements, la fermeture des écoles, des commerces et des restaurants sont inefficaces. Les seules mesures ayant une utilité sont la ventilation des locaux et l'isolement des personnes réellement malades. Alors je rappelle une fois de plus les principes cardinaux d'une bonne réponse à une épidémie comme celle que nous avons connue, telle qu'énoncée par l'épidémiologiste de légende Henderson en 2006, qui a fourni la base de tous les plans de l'OMS et des différents pays. L'expérience a montré que les communautés confrontées à des épidémies réagissent mieux avec moins d'anxiété lorsque le fonctionnement social normal de la communauté est le moins perturbé. On n'impose rien qui perturbe le fonctionnement normal. Une gouvernance de santé publique forte pour rassurer, on ne fait pas paniquer, on rassure, et garantir que les services de soins médicaux nécessaires, y compris par les médecins généralistes, sont fournis, sont essentiels. Si l'un ou l'autre n'est pas optimal, une épidémie gérable peut se transformer en catastrophe. On reconnaît quand même pas mal ce qu'on a vu. Qu'avons-nous vu en effet? Qu'en est-il réellement? Alors pour prendre un exemple local, à Genève, l'ancien ministre de la Santé, Mauro Poggia, a tout de suite appelé au confinement. On a vu que c'était parfaitement inutile. Il a demandé des mesures plus sévères que partout ailleurs, dans une espèce de dérive autoritaire. Par exemple, le port du masque à l'extérieur. Ah oui, ça c'est vachement utile. Je rappelle que même en salle d'opération, ça ne protège pas contre les bactéries et les virus. Mais M. Poggia, lui, s'est dit, si tout le monde le porte partout, tout le temps, y compris dehors, alors ça va faire du bien. Il a pris des positions tout à fait détestables vis-à-vis des non-vaccinés, qu'il a critiqués, qu'il a tensés. Il s'est demandé s'il ne fallait pas les faire payer au cas où ils se retrouvaient hospitalisés, comme si les injections géniques empêchaient de tomber malade et d'être hospitalisés. Il a injurié les soignants en disant un soignant qui refuse une expérimentation génique médicale est une erreur de casting. Sans compter même des appels à la délation au moment où le certificat, le pass sanitaire a été imposé en disant « si vous arrivez dans un bistrot et qu'on ne vous demande pas votre pass, appelez la police pour dénoncer le restaurateur ». Enfin, des choses vraiment abominables. Alors, par un joyeux concours de circonstances, la FDA aux États-Unis vient de reconnaître que les médecins ont le droit de prescrire de l'ivermectine et même qu'il y a des données probantes à l'appui de ce traitement. M. Poggia, lui, en août 2021, a imposé à ses services de menacer les médecins et les pharmaciens qui prescriraient librement le remède de leur choix, ce qui ne s'est jamais vu en démocratie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Mauro Poggia, qui effectivement s'est transformé en petit dictateur de fond de province, comme tant d'élus et de responsables politiques, était un avocat dans le domaine du droit de la santé, défendant beaucoup les patients contre les institutions, et qui, par exemple, avait répondu, une fois qu'il était déjà élu et ministre de la Santé, à quelqu'un qui lui disait « mais on devrait préconiser la vitamine D et recommander aux médecins généralistes d'encourager leurs patients à en prendre », qu'il n'était pas de la responsabilité d'un élu d'interférer dans la pratique médicale. Et donc ce même type a osé
envoyer une circulaire aussi dictatoriale et contraire aux droits de la santé? Alors, ce qu'il faut savoir à ce sujet, c'est arrivé à beaucoup de responsables, c'est que l'usage du pouvoir crée des dommages au cerveau, c'est vrai, et notamment ça atrophie un certain nombre de zones qui sont en charge de la conscience de soi, la conscience de l'autre et une certaine empathie. Quoi qu'il en soit, il est vrai que la science a été tue, a été étouffée, et on a fait passer comme étant raisonnable et scientifique un ensemble de choses qui ne l'étaient pas. Donc comment est-ce qu'on passe de recommandations qui disent le plus contraignant auquel on puisse penser, c'est de demander aux gens malades de bien vouloir rester volontairement chez eux, à des prises de position aussi absurdes et violentes et dictatoriales que celles adoptées par Mauro Poggia, mais tant de responsables à tant d'endroits. Alors, penchons-nous maintenant sur la vraie question. Il n'y a rien dans la littérature scientifique en épidémiologie infectieuse qui dit il faut faire ce que nous avons fait. Alors d'où est-ce que c'est sorti? D'où est-ce que c'est venu? Et en fait, on trouve deux antécédents intéressants. Le premier, c'est un scénario dystopique de la Fondation Rockefeller qui a été publié en 2010 dans une brochure appelée « Des scénarios pour le futur de la technologie et le développement international » avec un chapitre « Confinement ». Et c'est une fiction. Ça suit de 2 ans la pandémie H1N1, qui a été très inoffensive, et voilà ce que les auteurs, out of the blue, en ne s'appuyant sur aucune science, disent. Ils inventent une histoire en disant ça pourrait se passer. Et donc ils imaginent une nouvelle pandémie, une souche extrêmement virulente et mortelle, tuant 8 millions de personnes en l'espace de 7 mois, dont une majorité de jeunes adultes en bonne santé. Ça, c'est la peur de la grippe espagnole. Le Covid n'a tué personne anormalement en dessous de 70 ans. Donc c'était nos problèmes en termes d'épidémie. Mais évidemment qu'une épidémie qui tuerait beaucoup de jeunes gens, elle ferait peur. Et donc ils imaginent que ça a tellement choqué la société que des magasins et immeubles de bureaux sont restés vides pendant des mois. Écoutez bien la suite. Il continue, même si un nombre disproportionné de personnes sont mortes en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale, bref, chez les bougnoules et les primitifs, pour parler clairement, en l'absence de protocole officiel d'endiguement. Voyez, chez les peuples demeurés, ils n'ont pas su imposer toutes les mesures de contrainte souhaitables, et donc eux, ils sont beaucoup morts. Si on réfléchit à la crise du Covid, c'est surtout les pays du Sud et l'Afrique en particulier qui s'en est magnifiquement bien sortis là où nous creusions notre propre tombe. C'est peut-être quand même à réfléchir. Ils disent qu'aux États-Unis, bon, c'était pas trop mal, mais quand même, la réponse s'est révélée mortelle par son indulgence. On n'a pas réagi assez vite et assez fort. Par contre, écoutez bien, quelques pays se sont mieux comportés, en particulier la Chine. Ah oui, la Chine communiste, cette magnifique dictature, ça c'est un bel exemple. Écoutez, l'imposition et l'application rapide par le gouvernement chinois d'une quarantaine obligatoire pour tous les citoyens, ainsi que la fermeture instantanée et quasi hermétique de toutes les frontières, ont permis de sauver des millions de vies. Mais attendez, toute l'expertise scientifique en épidémiologie infectieuse, tous les plans pandémie nous expliquent que tout ce qui est décrit comme une réponse délirante, dystopique, est à éviter parce que c'est ça qui cause réellement des dégâts, et le rapport de la Fondation Rockefeller lui inverse complètement la chose. Autre antécédent, un exercice appelé Event 201, mis sur pied par le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire avec le Forum économique mondial de Davos et la fondation Bill et Melinda Gates en octobre 2019, prévoyant qu'un nouveau coronavirus génère une pandémie respiratoire et faisant une espèce d'exercice comme ça. Alors évidemment que ça a paru suspect à un certain nombre de personnes et donc le 24 janvier 2020, les acteurs ont publié un communiqué disant beaucoup de gens soupçonnent qu'en fait on s'attendait à ce qu'il y ait une pandémie. On sait depuis que le virus était artificiel, qu'il a été relâché du laboratoire de Wuhan dans des conditions qui restent
à éclaircir, que les soi-disant vaccins ARN messagers avaient été mis au point par le département de la Défense américain et que des brevets ont été concédés à Pfizer et Moderna, avec des autorités de santé qui savaient très bien ce qu'elles faisaient au niveau des États-Unis, de la Chine et de l'OMS. Mais bon, eux disent « Non, non, si on a fait ça en octobre, c'était en pensant à totalement autre chose. » Et quand on se pense dans le détail des mesures qui ont été suggérées, on voit qu'effectivement, il y a cette volonté d'imposer une réponse coordonnée à l'échelle mondiale avec des vaccins immédiatement disponibles, tiens, tiens. Et puis, veiller surtout à la lutte contre la désinformation. Donc je vous rappelle quand même que nos gouvernements nous ont menti sur à peu près tout, qu'ils ont été les principaux vecteurs et dispensateurs de désinformation, mais là, ils nous expliquent bien sûr que, étant donné les risques que des gens donnent des mauvais messages à la population, les gouvernements devraient s'associer aux entreprises de médias traditionnelles, ah oui, ils sont vachement fiables, et les réseaux sociaux pour lutter contre la désinformation et développer la capacité à inonder les médias d'information rapides, précises et cohérentes. Alors quand on sait qu'il y a un complexe industriel de la censure qui a été mis sur pied, que l'ensemble des médias mainstream et des réseaux sociaux sont actuellement contrôlés et infiltrés par la CIA et les agences biomilitaires dans nos différents pays, on comprend que le but des acteurs, générer une collaboration totalitaire entre le gouvernement, les organisations internationales et les entreprises mondiales, ce qui est la définition en philosophie politique du fascisme, doit quand même nous faire soulever un sourcil soupçonneux. Et oui, pourquoi? Parce que l'OMS veut mettre en place un certificat numérique international, traquer et interdire les déplacements, conditionner le fait de pouvoir se déplacer à un agenda vaccinal, sans parler du crédit social. Charles Gave, chez André Berkoff, a souligné on donnerait avec le traité pandémie de l'OMS, que l'OMS cherche à imposer à l'échelle mondiale, le pouvoir de déclencher des urgences sanitaires, donc de nous enfermer à Bill Gates et à la Chine. C'est quand même de la folie. Et puis en nous souvenant que le scientifique en chef de la soumission de la population aux mesures de contrainte en Grande-Bretagne, un psychologue social behavioriste, s'est récemment félicité en disant « Ah mais c'était bien le Covid ». Ça montre qu'on va pouvoir enfermer les gens à volonté pour toutes sortes de raisons, comme le réchauffement climatique, des raisons liées au terrorisme, à la guerre ou à d'autres urgences pandémiques. Donc voilà, à défaut de devenir de la science, de la médecine, de la santé publique et de l'intelligence, de la démocratie, de la philosophie, de la probité, on voit d'où ces mesures absurdes sont sorties d'une manière qui peut peut-être nous encourager à ne pas nous laisser convaincre par quelque chose d'aussi inquiétant.